Pendant mon doctorat, j'ai sacrifié plus d'une centaine de rats pour essayer de comprendre les mécanismes moléculaires d'une maladie des nerfs. Je me souviens surtout des nuits à observer le comportement de ces animaux, à tenter de reproduire des expériences dont les résultats changeaient à chaque fois. Et puis la sensation frustrante d'avoir blessé des êtres vivants pour des résultats difficiles à interpréter, et puis parfois même pour rien. Aujourd'hui, ce sont plutôt des heures de calcul que je consomme à la place des animaux, et c'est précisément pour ça que c'est mieux maintenant. Imaginez, je peux modéliser une molécule en 3D à partir de sa formule, et puis la plonger dans un environnement, l'eau, les lipides, les protéines, et à regarder comment chaque atome s'accroche, s'attire, se repousse. Alors je peux voir une histoire moléculaire qui est presque impossible à voir en laboratoire. Alors oui, ce soir, il sera question de chimie et d'algorithmes, mais je vous épargne le festival des parenthèses et des indices grecs. Promis, je récite pas mon équation de Newton et je torture pas les équations de champ de force non plus. À la place, je vous montre ce que l'on voit, des interactions chimiques pour expliquer des processus biologiques et pour faire de la belle recherche. La méthode que j'utilise, c'est la dynamique moléculaire. Imaginez une loupe ultra précise, capable de voir le mouvement extrêmement rapide des atomes. Vous voyez un grain de sable? C'est tout petit. Eh bien, avec les algorithmes, on peut voir 1 milliard de fois plus petit. Et à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, quand vous prenez un médicament, prenez une molécule, paracétamol, ibuprofène, moi je vais le modéliser en 3D et puis voir comment il interagit avec ça ou ses cibles. Un des aspects intéressants, c'est que j'obtiens pas seulement un score qui me dit ça marche ou ça ne marche pas, j'obtiens le pourquoi, le comment. Et à partir de là, je peux mieux choisir. Est-ce qu'on écarte? Est-ce qu'on remplace? Est-ce qu'on améliore? Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. En plus, on gagne des mois. Imaginez, pendant ma thèse, un seul de mes jeux de calcul pouvait prendre 1 mois, 2 mois. J'en ai même un qui a duré plus d'1 année. Aujourd'hui, avec l'amélioration des algorithmes et de la puissance de calcul, ça me prendrait 1 semaine à tout casser. Et cette accélération, elle change tout. Elle me permet de tester plus de molécules, elle me permet de tester sur des environnements plus compliqués, de la peau, des tissus. Et ça, c'est complètement fou. J'aime appeler cela un jumeau numérique. C'est la copie informatique d'un tissu qui permet de prédire ce qui se passera en laboratoire. Et à quoi ça sert, me direz-vous? Pour vous expliquer ça, j'ai 3 histoires. La première, en oncologie. Pendant 40 ans, les chercheurs ont essayé de comprendre comment cibler une protéine mutée dans un cancer. Une protéine, c'est un petit interrupteur. Et celui-là, quand il est muté, il reste en position croissance. Du coup, on a des cellules qui se multiplient, et donc un cancer très agressif. Et pendant 40 ans, rien n'y faisait. On n'y arrivait pas. Et puis, grâce à la modélisation moléculaire, on a pu voir quelque chose d'un peu fou. Une petite fente qui s'ouvre par des mouvements discrets. Et ça donne accès à une poche derrière. Alors, les chercheurs ont conçu une petite clé moléculaire capable de se faufiler dans cette fente, et d'aller bloquer le récepteur. Quelques années plus tard, le médicament était à disposition des patients et les soignait. Du coup, grâce à la modélisation moléculaire, on peut déjà créer des médicaments, et ça, c'est déjà une réalité. Et puis, il y a un changement de paradigme. On est passé de « on n'y arrive pas » à « on y arrive si on comprend les mouvements biologiques ». Et puis, les domaines sont assez larges. Prenez par exemple en cosmétique. Quand j'expose ma peau au soleil, ce que j'adore, eh bien, ma peau vieillit prématurément à cause des UV. Et du coup, il existe sur votre peau des petits récepteurs, encore une fois, des petites protéines, capables de lancer les travaux de réparation. Un jour, un de mes clients est venu me voir en me disant on aimerait bien l'activer, ce récepteur. Et en plus, avec une molécule naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a modélisé ce récepteur en 3D, et puis on l'a mis dans un environnement, la peau. Ça, c'est important parce que ça permet de faire fonctionner le récepteur correctement quand il est bien dans son environnement. Et puis après, on a testé la molécule qui, habituellement, vient se fixer sur le récepteur. Ça, c'est le contrôle positif. C'est pour vérifier que notre modèle fonctionne bien. Et puis après, on a testé des milliers et des milliers de molécules, de plantes, de racines, de fleurs. Vous vous rendez compte, en laboratoire, c'est impossible de tester des milliers et des milliers de molécules d'un coup. Et du coup, en l'espace d'1 mois, on est passé de milliers de molécules
à 50. Et puis après, on a lancé un deuxième test encore plus précis. On est passé de 50 à 5. Notre client n'a eu plus qu'à tester ces 5-là, et sans surprise, ça a marché. Et le pire, c'est qu'on le savait. Pareil, en agroalimentaire. Je ne sais pas si vous savez, mais une grande partie de la population est intolérante au lactose. Alors, lactose, c'est un disaccharide composé de galactose et de glucose, et du coup, il faut une enzyme, la bêta-lactase, pour venir la couper en deux, pour que vous puissiez la digérer. Pardon, je m'emballe. Imaginez simplement une paire de ciseaux dans votre intestin qui vient couper le lactose en 2 morceaux pour que vous puissiez le digérer. Eh bien, une grande partie de la population, cette paire de ciseaux, elle ne fonctionne pas bien. Résultat, douleur, ballonnement, maux de ventre, bref, c'est pas jojo. Et donc, la solution, pendant des années, elle était simple, arrêter de boire du lait et puis de consommer des produits laitiers. Oui, mais moi, j'aime bien le fromage. Et j'aime bien les yaourts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par essayer de mettre la paire de ciseaux directement dans l'alimentation. Le problème, elle ne fonctionne pas à 4 degrés dans le lait réfrigéré. Du coup, ça ne marchait pas. Grâce à la modélisation moléculaire, on a pu voir pourquoi ça ne marchait pas à 4 degrés. Et donc, on a créé une paire de ciseaux qu'on a plus affûtée. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, des millions de gens, qui peuvent boire du lait sans inconfort. La conclusion de ces trois histoires, elle est la même. Avant, on faisait plein de tests en laboratoire un petit peu aléatoirement. Aujourd'hui, on teste tout en simulation. On va donner 5 candidats. Et du coup, vous n'avez plus que cela à tester. Et ça, c'est assez fou. Parce que dites-vous qu'à chaque fois qu'on écarte une hypothèse, c'est des tests expérimentaux qu'on a évités, y compris sur les animaux. Du coup, c'est plus éthique. Alors par contre, il y a un petit défaut. L'algorithmie, les calculs, tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Mais bon, ça, on y travaille, en essayant d'améliorer nos algorithmes et en choisissant des méthodes qui consomment de moins en moins. Et puis, on n'a pas de baguette magique. C'est-à-dire, un modèle sans validation expérimentale, c'est juste une opinion. Du coup, on est obligé de faire cette validation expérimentale, et en particulier en pharma, là, c'est une question de sécurité. Alors, me direz-vous, pourquoi c'est mieux maintenant, si on doit toujours se taper la vérification expérimentale? Et bien, comme je vous le disais tout à l'heure, de 1000 à 5 en un mois, on a gagné du temps quand même. Et puis, quand on n'a que 5 à tester qui ont déjà été pré-validés informatiquement, l'efficience de la recherche, elle est bien meilleure. Du coup, les coûts sont réduits drastiquement. Et puis, un des aspects vraiment intéressants, c'est qu'on voit ces simulations à l'échelle atomique. On peut raconter une belle histoire. Aujourd'hui même, on peut voir ça en réalité virtuelle et réalité augmentée. Ça, c'est assez fou. On peut plonger à l'intérieur de la simulation, voir les molécules interagir les unes avec les autres, les canaux s'ouvrir, les protéines interagir. Dans 5 ans, je vois des jumeaux numériques encore plus performants, d'organes entiers. Alors oui, j'aimerais pouvoir vous promettre de pouvoir modéliser un corps humain entier. Mais ça, c'est encore une utopie. Néanmoins, on y travaille et on avance tranquillement dans cette direction. Moi, j'y crois. Dans tous les cas, on améliore déjà la personnalisation. On est capable de créer des tissus sains, des tissus malades, des peaux de différentes parties du corps, et puis même des peaux saines ou des peaux malades. Et puis, si les ordinateurs quantiques tiennent leurs promesses, on poussera la prédictivité encore plus loin. Alors ce soir, à Brive, citoyens et décideurs, j'aimerais qu'on fasse un pacte sur la méthode de la recherche. J'aimerais qu'on s'engage à tester mieux et tester moins. À partir de la question, formuler tout le temps une hypothèse, renseigner ce qui a été fait et ce qui n'a pas été. Et puis confronter systématiquement la simulation au laboratoire, ce qui permet d'améliorer au fur et à mesure le modèle. Et se poser à chaque fois la question de comment réduire, voire même idéalement supprimer l'expérimentation animale. Citoyens et décideurs, exigez des rapports qui vont en ce sens. Testez mieux, testez moins. C'est mieux maintenant et ce sera encore mieux demain. J'ai commencé ma présentation par une image vraiment lourde. Elle m'accompagne encore aujourd'hui, mais c'est plus mon quotidien. Mon quotidien, c'est d'allumer un jumeau numérique, de regarder des atomes bouger, de formuler des hypothèses qu'on valide en laboratoire. Hier, je sacrifiais des rats. Aujourd'hui, je simule des atomes. Et demain, si on continue dans cette direction, on sauvera plus du temps, des ressources, des vies animales. Et j'en suis convaincu, des vies humaines.